Il y a une urgence? OK, merci. Désolée, on a un tamarin anesthésié pour le moment. On va monter dès que possible. On a un tamarin anesthésié. Un ventrodorsal. Ventrodorsal. Peux-tu la faire? Je vais aller développer l'autre. Juste pour être sûr que les facteurs sont pas si pires. Même si c'est pas nécessairement mon métier directement que de sensibiliser les gens, c'est la raison pour laquelle je le fais à tous les jours. Je suis allée dans le milieu de la conservation, c'est-à-dire le milieu zoologique et la faune. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours intéressée à ces milieux-là. C'est parce que j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose. Ce qu'on va faire... super régulier, ouais. OK, on va la réveiller, on va prendre son poids, faire son examen de la tête, puis après ça, on va la tenir pour son réveil. OK. C'est bon? Dès son tout jeune âge, Emiko Wong se passionne pour la faune sauvage. Afin de vivre pleinement cette passion, elle choisit de devenir vétérinaire. Depuis 2003, elle veille au bien-être des milliers d'animaux qui vivent dans les différents habitats du Biodôme de Montréal. J'ai toujours eu beaucoup de passion pour l'environnement puis pour la planète. Je me suis dit que j'aimerais ça orienter ma carrière vers la faune sauvage parce que dans ma tête à moi, c'est une des façons où est-ce qu'on pouvait contribuer à travailler avec l'environnement pour la conservation, des choses comme ça. Protéger les habitats et les espèces animales, telle est la motivation profonde qui anime Emiko. Elle participe à cette grande aventure dans un lieu unique au monde où, sous un immense dôme, sont reproduits à échelle réduite 4 écosystèmes naturels. Toute la médecine de la faune, si on regarde ça, c'est beaucoup d'espèces qui sont très différentes, très diversifiées. On passe de l'amphibien, la grenouille, la salamandre, des choses comme ça, aux poissons. Puis on saute carrément du coq à l'âne. Une journée, on peut se retrouver à anesthésier un poisson. L'autre journée, on peut se retrouver à faire l'examen annuel des legs. Donc, on saute vraiment d'une espèce à l'autre. On ne peut pas prétendre avoir toutes les connaissances par rapport à chaque espèce comme quelqu'un qui travaille avec un chien aurait pour l'espèce canine. Donc, on fait beaucoup ce qu'on appelle de la médecine comparée. Disons que j'ai un capybara qui est malade. Fait que qu'est-ce que je fais avec le capybara? C'est quoi que je donne comme médicament? Bien, je sais que le capybara fait partie de la famille des rongeurs. Celui pour qui j'ai un dosage de médicaments qui lui ressemble le plus en termes de grosseur et tout, ça va être le castor. C'est pas très gros comparé au capybara, mais ça va être quelque chose de quand même un peu comparable. Pour soigner une aussi grande variété d'animaux, Emiko doit lire beaucoup d'articles scientifiques et échanger des informations avec d'autres institutions zoologiques. L'équipe du Biodôme collabore aussi avec des experts du Brésil afin de garder la forêt tropicale et les espèces qui y habitent en bonne santé. C'est justement dans cette forêt que l'on retrouve le tamarin doré, un petit primate des forêts brésiliennes menacé d'extinction. Ce tamarin doré est né sous le dôme en 2004. Quelques semaines après sa naissance, sa mère est morte et c'est son père qui l'a élevé. Il y a 4 mois, son père est décédé. Depuis que le père du tamarin est décédé, le tamarin est effectivement un peu plus nerveux. Je présume qu'il se sent seul et il a besoin de quelqu'un parce qu'il fait souvent des cris de ralliement. Les tamarins sont des animaux très sociaux. Afin de lui trouver une compagne, Emiko et son équipe font appel au programme de conservation des espèces. C'est un animal vedette, c'est un animal qui attire beaucoup la sympathie des gens, qui attire beaucoup l'attention. Donc, les programmes de conservation, souvent, vont utiliser le tamarin doré comme emblème parce que faut comprendre que quand les gens comprennent le message de conservation des tamarins dorés, ça va s'appliquer à tous les autres animaux de la forêt tropicale qui partagent le même habitat, même ceux qui sont peut-être un petit peu moins attrayants, un petit peu moins beaux, mais qui sont tout aussi essentiels. Emiko fait partie d'une équipe multidisciplinaire qui comprend, entre autres, les animaliers et les aquaristes. En contact quotidien avec les animaux, ils sont les yeux d'Emiko sur le terrain. Coco, calme-toi.
une des parties les plus importantes de leur travail, c'est de faire de l'observation. Parce que c'est eux qui voient les animaux à tous les jours. Puis le moment où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal, c'est leur œil à eux qui sont capables de le détecter. Moi, je passe par le monde polaire, puis des fois, il y a quelque chose qui peut paraître un peu anormal, mais ça se peut que ce soit normal. Je ne les vois pas tous les jours, c'est pas pareil. Donc, c'est vraiment la première ligne de défense pour vraiment détecter les problèmes au tout début pour qu'on puisse agir rapidement. Éric Charette travaille dans l'écosystème polaire. Il voit à l'entretien des espaces vitaux, nourrit les animaux et observe de près leur comportement. C'est très important, entre autres, de savoir, en fait, qui ne mange pas. Parce que souvent, un animal qui ne mange pas, c'est un bon indicatif sur son état de santé. Alors, comment ça va dans l'habitat? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien. Il marche bien? Il continue à bien marcher avec ses bottines? Oui. Le fait de nourrir à la main, entre autres, ça nous permet de, lorsque l'animal vient nous voir au site d'alimentation, de faire une espèce d'examen visuel. Donc, on regarde rapidement là, s'il y a une boiterie. La boiterie, c'est vraiment l'indicatif là, d'un problème aux pattes, évidemment. Là. Lorsqu'on va manipuler un manchot pour faire des examens, j'ai pas l'impression qu'il me déteste après. Alors que si on prend les singes ou des choses comme ça, ils me regardent avec des grimaces. Là, je pense que c'est les couteaux dans les yeux. Voilà, ma belle. Tassez-vous, tassez-vous. Voilà. Le plus gros défi, que ce soit en médecine de la faune sauvage ou en médecine vétérinaire en général, c'est que malheureusement, nos patients ne parlent pas. Et il y a bien des moments où est-ce qu'on aimerait être dans leur tête puis savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Des fois, on voit qu'ils ont mal, mais on ne sait pas où. En plus de ça, les animaux de la faune, ce qui arrive, c'est qu'ils ont appris à se protéger. Surtout les proies, ils vont avoir tendance à cacher leur douleur parce que s'ils montrent ouvertement leur douleur puis qu'ils commencent à gémir comme certains de nous feraient, à ce moment-là, un prédateur va tout de suite avoir la puce à l'oreille puis il va savoir que ça, c'est un individu faible, il va pouvoir le chasser. Donc, c'est pour ça que tous les animaux de la faune sauvage, en général, s'ils ont un prédateur surtout, ils vont avoir tendance à cacher leurs blessures puis vraiment se cacher dans un coin jusqu'à ce qu'ils guérissent. Après plusieurs mois d'attente, on a enfin trouvé une femelle tamarin génétiquement compatible. À son arrivée au biodôme, la femelle est placée en quarantaine. Et Miko doit s'assurer qu'elle n'est pas porteuse de maladies infectieuses qu'elle pourrait transmettre aux autres animaux. On fait toujours un examen vétérinaire d'entrée avec des tests comme des prises de sang, des radios si nécessaire. Puis à ce moment-là, si tout va bien de ce côté-là, après un mois, on va pouvoir juminer les deux individus. 630. Quand elle est arrivée, je pense que c'était 637, fait que c'est bon. T'as les gants proches? C'est beau. Ah, elle a une petite tache de naissance sur l'arcade sourcilière gauche. Un changement d'habitat est toujours très stressant pour les animaux. C'est super belle. Malgré toutes les précautions prises, une question demeure. La femelle tamarin pourra-t-elle s'adapter à son nouvel environnement? Pour apprendre à soigner la faune sauvage, Emiko a fait des stages dans des centres de réadaptation pour les oiseaux de proie au Québec et en Alaska, ainsi qu'un stage au Guatemala. Dans ce pays, elle se rend compte à quel point la culture intensive du maïs détruit les forêts. Comme ça faisait 6 mois que j'étais au Guatemala, le village finissait par me connaître. Puis des fois, ils m'amenaient des poches de patates. Puis je me demandais c'était quoi à l'intérieur. Je trouvais toutes sortes de surprises, des fourmiliers, des jaguarundis. C'est sûr qu'on retrouve des animaux après le feu. Qu'est-ce qu'ils font sans habitat? Ils peuvent rien faire.
On était confrontés à un excès d'animaux pour mettre où? On voit de plus en plus d'espèces qui sont en train de disparaître sur la Terre. On ne sait pas quel impact ça peut avoir. Les antibiotiques, ça vient des champignons. Il y a certains anticancéreux qui ont été trouvés chez certains poissons. On a tous besoin l'un de l'autre sur la planète on est des colocs sur la Terre, finalement. Puis on a vraiment besoin de continuer cette colocation parce qu'on ne connaît pas les effets que peut avoir une perte de la biodiversité. La chose la plus importante à faire pour protéger les animaux en voie de disparition, c'est vraiment de protéger leur habitat. Donc, même si ça peut paraître des actions indirectes, d'empêcher la pollution, des choses comme ça, de le faire au quotidien, je pense que c'est encore la même théorie de la goutte d'eau dans l'océan. Si on fait tous notre goutte d'eau, peut-être qu'on pourra un jour être un océan. Protéger les écosystèmes naturels est important si l'on ne veut pas voir des espèces disparaître à jamais. En recréant sous le dôme les conditions essentielles à la reproduction de certains animaux, on contribue à la préservation des espèces. Attention, ma belle. Attention, ma puce. Lorsque vient le temps pour les manchots de s'accoupler, Éric installe des nids et leur fournit des galets qui répondent à des critères bien précis. Donc, il faut toujours faire attention aux manchots pour ne pas leur filer ses pieds. Comme vous pouvez voir, ils sont assez curieux. Ici, c'est le site de nidification des gorfous sauteurs et dorés. Certains nids sont déjà en place, mais il faut que je rajoute des galets. J'ai déjà des intéressés. Une fois que la place est choisie, la femelle s'installe. Le mâle commence à aller chercher des cailloux. C'est comme un petit peu aller chercher des bijoux pour sa fiancée. Mais il va choisir les plus beaux cailloux qu'il trouve. Ou si on veut, comme on choisit la couleur de peinture pour notre chambre à bébé. un peu du même genre. C'est sûr qu'on aimerait ça imiter la nature le plus fidèlement possible, mais si on était capable, on le ferait. On n'est pas la nature. On ne sera jamais aussi incroyable et impressionnant que ça. Reproduire des habitats pour qu'ils soient les plus naturels possibles s'avère parfois une tâche difficile, surtout pour les animaux qui ont besoin d'un espace vital très grand. On cherche alors à augmenter la complexité de leur habitat, pour les stimuler ou simplement pour leur faire plaisir. L'enrichissement, c'est une composante absolument essentielle de la captivité. Aux États-Unis, un zoo sans enrichissement, c'est carrément illégal. S'ils n'ont pas d'enrichissement, ils n'ont pas de stimuli. Exemple, un ours brun, c'est 76 km² son territoire. Donc, il va aller essayer de trouver sa nourriture. Il va aller essayer de trouver, finalement, durant la période de reproduction, un partenaire, des choses comme ça. Il va tout le temps être en train de chercher quelque chose. Dans une petite cage où est-ce qu'il est nourri dans un bol à tous les jours, il n'y a pas tous ces stimuli. Puis si on lui donne pas ou on lui procure pas des stimuli, il va finir par devenir un peu fou. Dans le cas des loutres, on leur donne des poissons congelés dans un bloc de glace, ce qui rend leur tâche un peu plus ardue. Durant l'hiver, on va même chercher de la neige fraîche pour faire une glissade où les loutres s'amusent, comme elles le feraient en milieu naturel. C'est maintenant le grand jour où notre tamarin doré ira à la rencontre de sa future compagne. Isabelle doit d'abord le sortir de la forêt tropicale. Les tamarins dorés vont être introduits l'un à l'autre dans des cages.
On va leur donner quand même une journée ou deux, là, côte à côte, pour qu'ils fassent connaissance. Et puis ensuite, on va les laisser dans un territoire neutre, donc ni un ni l'autre ne connaît. Puis on va leur permettre de s'unir ou de faire connaissance de plus près, là, partager les mêmes habitats, la même cabane, le même plat d'alimentation. Pour le tamarin mâle, qui n'a jamais connu d'autre environnement que celui de la forêt tropicale, l'adaptation est difficile. Du béton, du grillage, il n'a jamais vu ça de sa vie. On aurait peut-être dû le conditionner à le voir parce que là, pour le moment, il est quand même assez atterré. Puis il est très gêné, puis il reste dans sa cabane. Donc on l'a vu sortir un petit peu de sa cabane, mais généralement parlant, il reste à l'intérieur, il a un peu peur. De son côté, la femelle semble moins timide et surtout, elle est très intriguée par ce nouveau compagnon. On travaille avec du vivant, des animaux. On ne peut pas prédire à 100% comment ils vont réagir. La femelle tente une première approche. Le mâle l'observe de loin. Réussira-t-elle à se faire accepter par son nouveau compagnon? Des fois, lorsqu'on fait notre travail clinique à tous les jours avec les animaux, que ce soit les examens, les prises de sang, les radiographies, des fois on oublie, pas on oublie, mais on s'éloigne de notre premier sens, de notre travail. Puis lorsqu'on revient dans les écosystèmes, puis qu'on a la vue des visiteurs des écosystèmes, on se remet dans notre rôle, finalement, qui est de s'assurer du bien-être des animaux pour offrir une expérience aux visiteurs et justement pour être capable de les sensibiliser par la suite. Les impacts de l'homme dans son milieu obligent parfois les animaux à s'adapter à un environnement de moins en moins sauvage. Ils s'approprient alors les îlots de verdure qui subsistent ici et là dans la ville. À Montréal, c'est le cas de la population de ratons laveurs qui s'est installée dans les boisés du Mont-Royal. Bien que l'essentiel du travail des micos se déroule sous le dôme, il lui arrive d'avoir à intervenir sur le terrain auprès de cette faune urbaine. Ils vivent sur la montagne ici, puis il y a beaucoup d'humains qui nourrissent à la main les ratons laveurs, les écureuils. Nourrir la faune, c'est jamais une bonne chose pour eux. Nous, on le fait pour nous, mais on pense jamais à l'animal quand on le fait. Si on pensait vraiment à l'animal, on le ferait pas parce qu'on sait très bien que si on leur donne tout cuit dans le bec, ils ont moins de robustesse à survivre dans la nature par la suite. À peu près. Une galette de raton, comme on l'appelle. Elle est très calme. C'est ça. Je bougeais doucement, je me disais, ça va rester, je pense. Bon, un petit vaccin. Et voilà. Les habitats naturels contribuent au maintien des conditions propices à la vie sur Terre. En détruisant les écosystèmes, l'homme se place lui-même dans une position de fragilité. Apprendre à cohabiter avec la nature sauvage, tel est le défi que l'être humain doit relever à l'aube du 21e siècle. La période d'acclimatation des deux tamarins est maintenant terminée. Le temps est venu de les réintroduire dans leur habitat. La manœuvre est délicate. La femelle ne connaît pas la forêt tropicale. Elle pourrait prendre peur et tomber dans le bassin des caïmans. Afin de diminuer les risques, on a même vidé l'eau des bassins. Ah, elle est sortie. Ouais. Oups, ça s'en va sur l'arbre en arrière, le gros arbre. Ouais. Oh mon Dieu, je pense qu'elle est stressée un petit peu. Il faudrait qu'il lui montre comment où passer, parce que là, sur l'herbe artificielle, on a peur qu'elle tombe par les caïmans.
le mâle se décide enfin à sortir de sa tanière. Peu à peu, il fait découvrir à la femelle son nouvel habitat. Non loin de là, un tamarin pinché observe la scène, pendant que les paresseux se prélassent, bien accrochés aux branches d'un arbre. On est vraiment très contents des résultats. J'ai regardé comment ils ont réagi dans la forêt. Le mâle s'est senti beaucoup plus à l'aise une fois qu'il est rentré dans la forêt, qui est son habitat principal. Finalement, tout s'est passé presque comme sur des roulettes. Je dirais que le mâle était un peu gêné, ce qui était un peu plus inattendu. Puis ensuite, la femelle, elle s'est relativement bien adaptée. Personnellement, je me considère quelqu'un qui est passionné par les animaux. Je les aime beaucoup. Puis quand je rentre dans un habitat, j'essaie de me mettre le plus possible dans la peau de l'animal. Donc, il y a certains animaux pour qui je trouve ça quand même un peu triste, la captivité. Évidemment que c'est des ambassadeurs, puis c'est ça qu'il faut considérer, c'est de voir l'aspect global de tout ce qu'on fait ici. C'est vraiment pour sensibiliser les gens. S'il y a une chose que j'aimerais que les gens retiennent après leur passage au biodôme, je pense vraiment que ce serait notre situation par rapport à la planète, ce que les humains font par rapport à l'habitat des animaux. C'est vraiment la chose clé. C'est la chose qui rend les espèces extinctes. C'est la chose qui rend les espèces vulnérables en voie de disparition. Puis je pense que c'est la chose à laquelle il faut faire le plus attention, que ce soit en termes de pollution, si on détruit l'habitat en faisant des feux. Toutes ces choses-là, ça fait en sorte que les animaux perdent leur maison carrément. Puis je pense que c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent le plus. Qui veuillent faire attention dans le futur.